aujourd'hui, on va commencer par parler un peu de la découverte de médicaments. Et je vais un peu plus me focaliser dans le domaine que je connais le plus, qui est la découverte des candidats médicaments. Donc vous savez que c'est une grande odyssée, la découverte des médicaments, que vous allez avoir comme le nom du jeu de ce soir. Et nous, on va se focaliser sur cette partie-là, comment on découvre un candidat. Mais d'abord, il faut qu'on définisse, il faut que je me passe par là, voilà, de ce côté-là. OK. Donc, on va définir ce que c'est qu'un candidat à médicament. Et donc, la définition est là, et je vais la lire avec vous. Donc, c'est une molécule active sur un mécanisme susceptible de modifier les cours d'une maladie et qui réunit des propriétés physiques, chimiques et biologiques permettant sa progression dans les étapes de développement préclinique et clinique jusqu'à la mise sur le marché. Bon, ça ne veut rien dire. Donc, si à la fin de cet exposé, vous comprendrez cette phrase, c'est on a tout bon. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif de cette intervention. Donc, beaucoup d'entre vous, vous savez pertinemment qu'il y a dans l'industrie pharmaceutique notamment un niveau d'échec énorme. C'est un parcours de combattants. Des 5 à 10 000 composés étudiés initialement, il y en a un qui va arriver sur le marché. C'est un schéma très classique. Ça va prendre 12-15 ans, du début jusqu'à la fin, dans les meilleurs des cas. Ça va coûter beaucoup d'argent. Et surtout, ce qui va coûter beaucoup d'argent, c'est tous les échecs qu'il y a eu en route. Et justement, donc l'idée, c'est de voir comment faire pour diminuer ces taux d'échec. Alors, la découverte des médicaments, ce n'est pas un parcours simple, c'est un parcours qui est complexe, qui contient beaucoup d'étapes, qui nécessite énormément de disciplines complémentaires. Et c'est l'ensemble de ces disciplines mises ensemble qui va faire qu'on puisse aboutir ou pas à un candidat médicament et un médicament. Donc là, on va faire d'une manière un peu schématique, un peu simpliste, on va dire. On va commencer à voir ces parcours depuis l'identification d'une cible d'intervention jusqu'à l'obtention d'un candidat, et on va essayer de voir quelles sont les étapes intermédiaires et qu'est-ce qu'il faut faire pour découvrir un candidat médicament et en plus surtout comprendre ce que c'est qu'un candidat médicament. Donc on va commencer par cible, c'est le point de départ. Et la cible biologique, qu'est-ce que c'est que la cible biologique? C'est le point d'impact moléculaire ou cellulaire responsable des effets thérapeutiques du futur médicament. Donc vous avez ici symbolisé d'une façon un peu bizarre la cible biologique avec une molécule qui va interagir avec elle, qui est peut-être le médicament, et qui va, grâce à cette interaction, va donner un effet thérapeutique. Alors, la cible biologique, traditionnellement, ça peut être un enzyme, c'est un récepteur, c'est un peptide. Le récepteur peut être membranaire ou nucléaire, ça peut être un canal ionique, ça peut être une interaction entre deux protéines, ça peut être aussi un processus cellulaire non défini, comme on va le voir, ça peut être l'ADN, l'ARN, etc., etc., etc. Et l'imagination n'est pas en rendez-vous si vous voulez restreindre à la définition des cibles. Je pense que c'est une définition, c'est un composant très, très, très large. Donc, évidemment, quand j'ai commencé la carrière hier, il n'y avait pas tous ces concepts qui existent aujourd'hui de la validation de la cible. Et on était plus pionniers, exploratoire. Ici, ça marchait, tant mieux. Si ça ne marchait pas, tant pis. Simplement, à l'époque, évidemment, tout avait beaucoup plus de possibilités de découvrir. Et ce qui était le plus évident avait été plus facile à les découvrir que de nos jours, dans lesquels il y a de moins en moins d'options. Mais aujourd'hui, on a d'autres outils qui sont notamment la génomique, la génétique, la génomique, la protéomique, la bioinformatique, qui sont des outils qui nous enrichissent dans cette recherche des cibles d'intervention thérapeutique.
Donc il faut, le b.a.-ba, quand on veut découvrir un médicament, c'est vouloir comprendre quelle est la pathologie et quel est le mécanisme sous-jacent de la pathologie sur laquelle on veut intervenir. Si possible, et ça c'est évidemment la voie royale et on va le voir aussi, c'est d'avoir des associations génétiques, animales, mais surtout évidemment humaines, puisque c'est la meilleure des validations. On va regarder si notre cible, quel est son taux d'expression, s'il est up-régulé, down-régulé, quel est son taux, dans quel type de tissu, où est-ce qu'elle est exprimée dans les tissus d'intérêt, etc., etc. On doit comprendre dans quel pathway, dans quelle route métabolique, dans quelle route biologique se trouve cette cible pour savoir s'il y a un sens. Si on comprend ce mécanisme, ce n'est pas simplement la cible d'intervention en particulier. Et évidemment, on est dans un business dans lequel on essaye de générer de la propriété intellectuelle et que donc, par conséquent, il faut qu'il y ait une originalité dans le mécanisme qu'on va cibler. Alors, quelques exemples, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, des cibles qui ont été validées par la génétique humaine. Donc le premier cas, c'est peut-être un de ceux que je connais le plus, qui est cette enzyme, enfin cette protéine qui s'appelle PCSK9, qui a été découverte par association génétique, notamment par une équipe académique de l'INSERM en France, mais pas que. Et cette association génétique, et qui est un lien direct avec des mutations sur cette protéine, avec l'hypercholestérolémie ou l'hypocholestérolémie en fonction des types de mutations et la susceptibilité à des maladies cardiovasculaires. Et donc, quand vous avez ces types de validations qui étaient d'associations génétiques qui étaient extrêmement fortes, mais vous savez, si vous arrivez à trouver quelque chose qui va interagir avec cette protéine, qui va la neutraliser d'une manière ou d'une autre, mais vous allez avoir sûr et certain un effet sur le cholestérol et sûr et certain vous allez avoir un effet sur la mortalité et la morbidité cardiovasculaire. Donc ça c'est un des exemples, il y en a d'autres cités ici. Alors, quand on regarde ce qu'on appelle, alors je n'ai pas trouvé le mot, je suis désolé en français, ce qu'on appelle en anglais la drugability, c'est-à-dire la capacité qu'a une cible à être drogable, on va être, je ne sais pas comment on est, trouver quelque chose qui va la cibler. Alors, vous avez le génome, qui est la partie du génome qu'on peut la cibler, qui est, vous savez, entre 600 et 1500 gènes qui codent pour des protéines qui pourraient être modulées par des composés à petit faible poids moléculaire, des petits composés. Voilà. Donc ça, c'est la première définition. Ensuite, vous augmentez les nombres, ça va comme ça, avec des protéines druggables, dans le sens que c'est des protéines, c'est toutes les protéines qui peuvent fixer des molécules qui soient potentiellement des médicaments. Et pourquoi ce chiffre est inférieur? Parce que vous savez que pour un gène, vous avez plus d'une protéine, pissage alternatif, etc., etc., etc. Et puis enfin, vous avez ce qu'on appelle les génomes pharmaceutiquement traçables, on va dire, je suis désolé pour ces traductions barbares, mais qui est l'ensemble des gènes qui codent pour des protéines pouvant être ciblés par des composés. Et donc, ça veut dire que, non seulement, par des composés, mais aussi par des anticorps, des protéines recombinantes au sage thérapeutique, par la thérapie cellulaire, etc. Donc, c'est une manière d'augmenter le nombre possible des cibles et pas se restreindre uniquement aux cibles qui étaient là, qui sont les cibles qui viennent les pures cibles du génome. Alors, une fois qu'on a identifié une cible d'une manière ou d'une autre, parce qu'elle est associée génétiquement à une maladie, parce que ses taux d'expression sont élevés dans tel ou tel modèle, ou au contraire diminués, il faut d'une manière la valider. C'est-à-dire qu'il faut valider qu'en modulant l'activité ou la quantité de cette cible, vous allez avoir un impact sur le cours de la maladie. Donc, vous allez être sûr aussi, vous voulez être sûr aussi que le mécanisme est
la route métabolique ou la route dans laquelle cette cible est impliquée est valable, mais aussi il n'y a pas une toxicité associée. Hein, et on aura plus tard par Philippe toute une présentation autour de la toxicité. Et puis, finalement, que la cible dans ces pathways, non seulement les pathways, mais que la cible dans les pathways est valable et n'est pas toxique. Vous pouvez avoir une route métabolique dans laquelle la route elle est OK, mais si vous interférez avec une protéine, une cible dans cette route, vous allez avoir un effet inattendu négatif. Alors, on aime bien en général faire des simplifications et se dire, mais voilà, j'ai une cible, je vais agir avec une petite molécule sur cette cible et je vais avoir une conséquence X, hein, positive, négative, etc., en fonction de ce qu'on cherche. Et la réalité, c'est que les phénomènes biologiques sont beaucoup, comme vous le savez pertinemment, les phénomènes biologiques sont beaucoup plus complexes. Vous avez, chaque cible fait partie d'un réseau biochimique complexe dans lequel cette cible peut être impliquée dans de nombreux processus biologiques. Il y a des réseaux redondants, donc s'il y a de nombreux processus biologiques, ça veut dire que vous pouvez avoir d'autres effets que celui initialement prévu. Ensuite, cette cible peut être aussi dans des réseaux redondants, ou qu'il y a des réseaux redondants. Alors du coup, vous intervenez sur la cible, mais vous avez un réseau parallèle qui va se mettre en route et qui va compenser, et que donc vous allez avoir aucun effet. Et enfin, un autre problème très classique de la toxicité est que votre molécule n'est jamais pure à 100%, va intervenir sur votre cible d'intérêt, mais elle va aussi interagir avec d'autres cibles. Et par conséquent, vous pouvez vous attendre à avoir des effets secondaires, inattendus ou pas prévisibles. Donc tous les jeux consistent à anticiper le plus possible ces éventualités. Alors, donc on parle de plus en plus d'humanisation de la recherche préclinique, c'est-à-dire on va essayer, au lieu de faire le parcours traditionnel, qui consiste à, voilà, j'ai ma cible moléculaire, je vais faire des tests sur des protéines recombinantes, ensuite sur des cellules recombinantes, ensuite sur des modèles animaux trafiqués, et je vais passer chez l'homme et avoir, en général, comme on le sait, 95% d'échecs. On va essayer de faire l'inverse. On va commencer, si possible, à partir des présupposés génétiques ou des informations des génétiques humaines et animales. On va essayer d'avoir des biomarqueurs qui nous permettront, d'entrée de jeu, de suivre l'activité qu'on a recherchée et pas aller en aveugle faire de l'exploration. On va utiliser, dans la mesure du possible, des tissus et des cellules qui soient relevantes à la pathologie humaine, surtout. Et on espère, par tous ces moyens-là, d'une manière, je le résume de manière extrêmement simplifiée, arriver chez l'homme avec un taux d'échec qu'on espère sera nettement inférieur, qui ne sera jamais des 0%, mais qui sera, en tout cas, nettement inférieur au taux d'échec actuel qu'on a en clinique par manque d'efficacité ou par toxicité. Alors, le choix de la cible, finalement, se résume à M. Philippe Caroyan. Je vous... C'était juste une question naïve. On peut toujours trouver des cellules ou des tissus qui sont relevants, modèle humain, sur la slide. Non. La question est, je répète la question, peut-on toujours trouver des cibles, enfin des tissus ou des cellules relevantes pour la pathologie humaine? Et la réponse est malheureusement non, sinon ça serait trop facile. Mais par rapport à rien qu'il y a 10 ans, il y a une richesse maintenant des cellules, par exemple primaires, qui sont même commerciales et qui sont vraiment représentatives qui sont humaines, hein, par définition, qu'on ne pouvait pas avoir accès avant. Il y a des plus en plus, et ça c'est l'association avec la recherche translationnelle, des échantillons qui nous viennent directement des salles de la chirurgie et sur lesquels on peut travailler, etc., etc. Donc on a un arsenal énorme qu'on n'avait pas il y a même 10 ans, 15 ans, qui est de plus en plus riche et qui s'enrichit de jour en jour. Mais ça ne veut pas dire non plus que parce qu'on a la cellule X
et qu'on a trouvé la réponse qu'on voulait, qu'on n'a pas des risques associés. Ça, c'est évident. Donc le jeu des choix des cibles, c'est un jeu qui évidemment va commencer par quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui est le besoin médical. C'est-à-dire quand on essaie de faire un médicament de nos jours, le principal objectif, c'est de guérir une maladie dans laquelle il y a un besoin médical non comblé. Donc ça, c'est une évidence. Il faut qu'on comprenne la physiopathologie, le mécanisme sous-jacent à cette pathologie, qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, avoir un accès, c'est-à-dire, et on va voir comment, pour qu'on puisse trouver des modificateurs de ces cibles et espérer avoir un impact sur la maladie, et puis qu'il y ait un parcours préclinique et clinique qui nous permet de développer cette molécule pour arriver jusqu'à chez l'homme, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, on a vu qu'est-ce que c'est qu'une cible et comment on valide cette cible. Et on va maintenant passer à une deuxième étape qui est en général l'étape d'après, une fois qu'on a choisi la cible, qui est ce qu'on appelle le criblage. Alors, le criblage ou screening en anglais, et c'est vraiment, on va utiliser de plus en plus le terme de screening, et plus spécifiquement le screening à haut débit, dans lequel la plupart des boîtes pharmaceutiques utilisent, enfin toutes les boîtes pharmaceutiques utilisent le screening à haut débit, et de plus en plus, même dans le domaine public, les groupes qui sont investis dans la recherche pour trouver des médicaments ont besoin de faire du screening. Alors, le screening, l'objectif, c'est de trouver des nouvelles familles chimiques qui vont agir sur la cible d'intérêt. Alors, sachant que les nombres de composés qui sont criblés peuvent varier en fonction des conditions, en fonction des tas de choses, entre 100 000 et pratiquement 10 millions, ou en tout cas 5 millions, facilement. On va avoir, à la sortie de ce test, on va trouver des hits, en anglais, ça veut dire que des touches, si vous voulez. C'est des produits qu'en général, c'est une règle comme ça qu'on se fixe, c'est des produits qui marchent sur la cible qu'on a choisie à des concentrations, si possible, inférieures à 10 micromolaires. Et on sait par expérience, on sait c'est ce qu'il faut, parce que plus la molécule est puissante, plus on a des chances de trouver des molécules qui soient efficaces, sélectives, etc. Il faut avoir un test biologique qui soit robotisable. Vous imaginez bien qu'on ne fait pas manuellement, on ne teste pas manuellement 2-3 millions de composés. Et aussi, par définition, qu'il soit miniaturisable. Donc vous avez ici maintenant des plaques qui sont les plus courantes utilisées en screening 384 puits, mais dans certaines conditions, on peut aller jusqu'à des plaques de 1536 puits. Et vous avez, comme je le disais, des volumes de tests qui sont plutôt dans les quelques microlitres, mais il y a même des sous-microlitres, des tests qui sont vraiment des nanolitres, microfluidiques, etc. etc. Bon. Alors, pardon. Et ça, ces petites photos que vous avez peut-être vues de systèmes robotisables qui sont extrêmement complexes. C'est des unités entières qui sont entièrement dédiées au criblage de ces molécules. Et c'est vraiment comme des usines. Alors, comme je le disais, les collections actuelles, il y a quelques millions de composés dans les grandes boîtes pharma. Alors, si vous prenez le nombre de molécules possibles dans l'espace chimique, vous êtes à 10 puissance 40 à 10 puissance 100. Donc ça veut dire que vous avez une différence énorme entre ce qu'on screen et toutes les possibilités qu'il y a dans la nature. Enfin, en tout cas dans la nature du chimiste, on va dire, dans la tête d'un chimiste. Donc ça veut dire que cet ensemble de molécules qui sont dans les collections de composés, il faut qu'elles soient les plus représentatives possibles de cette diversité chimique et qu'ils soient des produits pur le plus possible, c'est-à-dire assez souvent on a des problèmes parce qu'on a un contaminant et c'est le contaminant qui donne les positifs qu'on n'est jamais capable d'identifier. Donc d'entrée de jeu, l'idée c'est d'avoir des composés et des collections avec des composés extrêmement purs, qui soient solubles parce que sinon ils précipitent et donc voilà, ça donne des faux positifs par exemple ou des faux négatifs. Et on va les voir plus en détail, des paramètres physico-chimiques qui sont de plus en plus important.
Alors, vous voyez aussi dans les dernières années comment le débit des molécules, enfin des millions, enfin de tests augmente de manière très importante et en parallèle avec un coût qui a diminué fortement. Et là, je n'ai pas les données les plus actualisées, mais ça c'est encore, le coût c'est encore amoindri. Et ce n'est pas inhabituel d'avoir plus de 400 000 ou 500 000 composés qui sont testés chaque jour. Quand j'ai commencé hier à travailler, encore, on passait pendant un an pour compléter un screening de 200 000 composés. Aujourd'hui, voilà l'échelle, on peut tester 400 000 ou 500 000 composés par jour. Donc évidemment, un screening, une campagne de screening ne dure pas très longtemps. Alors, autre chose qu'il faut tenir compte aussi, c'est qu'en fonction des types de cibles, tous ne donnent pas le même type de résultats, et il y a des types de cibles selon la classe pharmacologique qui se prêtent plus ou moins, qui sont plus ou moins druggable et pour lesquelles il est plus facile de trouver des touches que dans d'autres cas. Et donc, par exemple, les kinases, les protéines kinases, c'est parmi les cibles qui se prêtent le plus à trouver des hits positifs. Alors, donc je disais, le test de la cible classique, c'est on trouve la cible, on choisit la bonne, hein, j'ai dit la bonne évidemment entre guillemets, donc la cible qui est impliquée dans la pathologie, et on va mesurer son activité in vitro pour voir, voilà, est-ce que parmi les molécules que j'ai testées, il y en a qui sont actives ou pas. Donc il faut, en général, on utilise comme matériel pour les tests de protéines recombinantes. L'avantage de ces tests, c'est que quand vous trouvez une molécule qui agit, vous êtes sûr qu'elle interagit avec la cible, puisqu'il n'y avait que la cible dans votre test. Et puis, l'inconvénient, c'est que votre cible, peut-être, il faut la valider après. C'est-à-dire que vous allez trouver une molécule, mais après, quand vous les testez dans un test relevant, elle ne fait rien. L'alternative à ça, c'est ce qu'on appelle de faire des screens phénotypiques, qu'à une époque, c'était quelque chose de complètement banni des industries, enfin, pas très aimé, et que de nos jours, c'est de plus en plus répandu, où pratiquement tout le monde fait des tests phénotypiques dans lesquels on choisit des systèmes biologiques, là, et pas une cible, c'est-à-dire on va suivre généralement un tissu ou plutôt une cellule qui soit relevante de la pathologie, et dans laquelle on va mesurer une réponse cellulaire qui est d'intérêt pour la pathologie. Et on va screener notre collection de molécules sur ces cellules pour tester la bonne réponse biologique. Et donc, l'avantage, enfin, les matériaux biologiques, c'est des cellules natives dans la mesure du possible. L'avantage, c'est que si vous trouvez quelque chose de positif, tout de suite, vous savez que c'est validé puisque ça donne la réponse que vous vouliez. En revanche, l'inconvénient, c'est que vous ne savez pas sur quoi ça agit. Ce qu'on appelle aussi dans le jargon un black box screen. On ne sait pas sur quoi ça agit, ça donne une réponse, mais par définition, ça a pu agir dans n'importe quel point de la cellule. Bon, ça on va passer. Donc, les screenings à haut débit ou HTS n'est pas la solution de tout. Oui. Très bonne question. Je vais la répéter parce que je ne sais pas si tout le monde l'a entendu. La question est, OK, on teste de plus en plus de molécules. Est-ce que le taux de succès, c'est-à-dire le nombre de molécules relevantes qui vont arriver jusqu'au bout, est plus important? Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que ça dépend, comme on va les voir, des tas de facteurs, et pas que du choix du modèle dans lequel on a screené et du nombre de molécules. Ça dépend, entre autres, de la qualité de votre collection de molécules. Ça dépend aussi si vous avez fait le bon choix de votre modèle biologique, si vos hypothèses étaient bonnes, etc. etc. Donc, ce n'est pas que ça. Il y a une tendance à augmentation qu'on voit dans ces dernières années, mais peut-être François va parler plus tard, plus dans le sens que la productivité de la pharma, qui était vraiment très très faible, commence à remonter. Je pense que c'est en partie grâce au bon choix qu'on fait très en amont, mais pas que. Donc c'est effectivement une très bonne question, à laquelle je n'ai pas une réponse absolue.
Alors, je disais qu'il n'y a pas que l'HTS qui va trouver la solution. Des fois, donc on pense que 60 à 70% des projets d'optimisation chimique vont démarrer à partir d'HTS, mais le restant va venir des approches complémentaires, avec des criblages focalisés, c'est-à-dire que quand on a, par exemple, je travaille sur une protéine kinase, on commence à connaître très bien aujourd'hui les types de ce qu'on appelle le pharmacophore qui va agir sur des protéines kinases. Donc je peux restreindre le nombre de molécules que je vais tester, et je vais tester des analogues dans un domaine chimique plus particulier, plus précis, je suis presque sûr de trouver des hits positifs. On va cribler aussi des fragments, c'est-à-dire des molécules très simples, très petites, qui vont avoir une faible affinité pour la cible, mais que je veux pouvoir complexifier. Et c'est une approche qu'on utilise de plus en plus de nos jours et qui vraiment porte ses fruits, dans certains cas. Il y a la modélisation moléculaire, c'est-à-dire l'informaticien, enfin le modélisateur moléculaire qui est devant son ordi et qui regarde la protéine, on va le voir tout à l'heure, et qui essaye de voir comment la molécule d'intérêt rentre dans le site actif, on va dire, de la protéine qu'on a ciblée. Et puis, il y a des criblages virtuels faits par des informaticiens, enfin des modélisateurs, c'est-à-dire qu'on teste des bases des composés virtuels sur des cibles à l'ordinateur, et en fonction de la structure, si la structure de la cible est connue, et donc, enfin uniquement dans ce cas-là on peut le faire, et donc on va trouver de cette manière virtuelle des hits qui de toute manière il faudra par la suite confirmer expérimentalement. Donc ça c'est un exemple des criblages, des conceptions de nouvelles entités chimiques sur la base de criblage. Voilà, c'est le criblage virtuel. Donc je connais le site actif de ma protéine et je vais voir quelles sont les molécules qui rentrent dans ce site et qui risquent de faire des bonnes interactions et donc d'avoir une bonne affinité pour ma cible. Alors on a vu donc la cible, on a vu les criblages et maintenant on va voir. Ça, c'est beaucoup plus simple à expliquer, mais très long à faire, qui est ces jeux-là entre les tests biologiques, les tests primaires, secondaires, la DMPK ou la pharmacocinétique et l'optimisation chimique. Donc, les tests biologiques, c'est quoi? Mais c'est des tests qui doivent être relevants de la cible que je mesure. Donc, par exemple, ce que je veux, c'est être sûr que ma molécule interagit avec cette cible et pas sur cette autre qui est proche, mais qui n'est pas, que je veux éviter d'affecter. Et donc, je vais essayer de interagir ici, mais pas ici. Donc, c'est une mesure de l'activité et en même temps de la sélectivité du composé. Je vais aussi, si le test primaire est un test sur une protéine isolée, sur une cible isolée, je vais essayer d'avoir une activité cellulaire et ou tissulaire pour être sûr que, ma molécule rentre dans un tissu, rentre dans une cellule et agit, trouve sa cible à l'intérieur de cette cellule et donc donne la réponse attendue. Et après, je vais essayer aussi de mesurer in vivo chez l'animal l'activité. Est-ce que chez l'animal, cette molécule fait quelque chose ou pas? Alors, petit commentaire sur les modèles animaux. Est-ce qu'ils sont représentatifs, qu'ils servent à quelque chose? C'est un très vieux débat. Ils sont indispensables, mais c'est clair qu'ils sont très contestés et contestables. La critique principale, c'est dans deux domaines. Un, c'est la relevance translationnelle, c'est-à-dire que beaucoup de modèles ne sont pas du tout relevants de la pathologie humaine. Et donc, même si ça vous donne des résultats intéressants chez la souris X ou Y, ce n'est pas pour autant que ça va marcher chez l'homme. Et puis, un autre grave problème de l'expérimentation animale, c'est la reproductibilité méthodologique ou expérimentale. Et ça, c'est connu. Vous faites une manip chez la souris dans un labo, vous essayez de la reproduire dans un autre. Des fois, c'est très, très difficile. Donc, les modèles animaux, idéalement, ils reproduisent la maladie, donc peuvent être utilisés pour ce qu'on appelle la drug discovery.
il y a des modèles spontanés et il y a des modèles induits, des modèles des transgéniques, des modèles d'induction, tous des modèles des traitements. Vous traitez la souris avec un produit pour la rendre malade, etc. etc. En fait, tous ces modèles-là ne reflètent qu'un aspect de la maladie et des fois aucun aspect de la maladie. Des fois, les modèles animaux servent uniquement pour savoir si in vivo, dans un organisme vivant, avec votre molécule, vous pouvez affecter ou toucher ou arriver à votre cible. Et donc, vous mesurez que la réponse à votre cible. Mais ça ne veut pas dire que vous avez une réponse vous aurez une réponse à la pathologie. Et la prédictibilité est très aléatoire. Alors, je donne un modèle que je connais un peu plus historique dans lequel je travaillais. Donc, vous avez des modèles d'hypertension artérielle animale qui sont assez prédictifs. Pas parfaits, mais sont assez prédictifs. Et on a suffisamment de recul pour dire, voilà le type de médicaments qui marchent dans les modèles X ou Y. Ensuite, vous avez des modèles de diabète spontané, induit, qui ont une prédictibilité intermédiaire. Et, bon, il faut savoir ce qu'on demande au modèle et quelle est la question qu'on se pose. Et puis, vous avez des modèles comme la dyslipidémie, dans lesquels le modèle rongeur est complètement un métabolisme des lipides qui n'a rien à voir avec le métabolisme de l'homme, et par définition ne peut pas être prédictif. Et on sait qu'il n'est pas prédictif. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas utiliser des modèles animaux pour tester un produit autour du métabolisme lipidique, mais ça dépend, encore une fois, quelle est la question qu'on pose. Alors, la pharmacocinétique et le métabolisme, c'est quoi? C'est l'étude du devenir d'un composé dans l'organisme dans lequel il est administré, que ce soit chez l'animal ou que ce soit chez l'homme. Donc, on mesure différentes choses qui sont listées là, l'absorption du mécanisme, c'est-à-dire si vous l'administrez par voie orale, est-ce qu'il va rentrer, être absorbé au niveau du tube digestif, est-ce qu'il va passer dans la circulation, est-ce qu'il va... Voilà. Ensuite, est-ce qu'il va être distribué dans les différents tissus? Est-ce qu'il va être métabolisé, c'est-à-dire transformé chimiquement, biochimiquement en quelque chose d'autre? Et puis, est-ce qu'il va éliminer et au bout de combien de temps? Et donc, on mesure des paramètres comme la biodisponibilité, qui veut dire le taux, le pourcentage de produits qui étaient absorbés, si le produit, par exemple, est donné par voie orale, les temps de demi-vie, c'est-à-dire par définition, combien de temps reste dans l'organisme ou dans la circulation ou dans les tissus d'intérêt. Et puis le volume de distribution qui est une mesure indirecte et théorique presque de la distribution de ces composés dans tous les organes. Alors le métabolisme, pourquoi c'est important? C'est la recherche donc structurelle des métabolites. En quoi ces produits a-t-il été transformés? Vous l'administrez comme ça et vous le retrouvez comme ça, par exemple. Et donc, pourquoi c'est important d'étudier ça? C'est parce que ces métabolites, en soi, il peut avoir une activité ou pas, et il peut être aussi toxique. Donc, il faut comprendre, c'est très important de les déterminer, de comprendre ce que c'est, qu'est-ce qui est devenu le produit d'origine quand il a été administré. Et je ne vais pas rentrer, parce que ça, c'est des cours entiers, c'est simplement un petit aperçu pour dire, voilà, comment une fois que la molécule est administrée, elle va se métaboliser. Le principal organe de métabolisation, c'est le foie, et il va être éliminé soit par les reins, soit par la bile, et de façon intacte ou transformée. Et c'est toute la science de cette étude de métabolisme qui est très très importante. Alors, ensuite, la pharmacocinétique, c'est quoi? C'est on administre un produit à un temps zéro, et au cours du temps, on va mesurer la concentration des produits dans un organe ou dans le sang, le plus souvent. Et donc, on a la première phase dont j'ai parlé, qui est la phase d'absorption. Cette molécule est absorbée. Par la suite, elle est distribuée dans les différents organes. Et puis, elle est métabolisée et éliminée. Et donc, vous suivez au cours du temps le devenir de la molécule d'origine. Alors, très important. Pourquoi c'est très important? Parce que vous savez à quelle concentration votre molécule est active sur votre cible. Donc, si vous, par exemple, vous prenez cet exemple, cette molécule-là a été administrée,
Elle s'absorbe, elle arrive à des taux X ici, et après elle disparaît petit à petit. Pendant toute cette période de temps, elle est au-dessus de sa concentration efficace. Ça veut dire qu'elle va rester longtemps active, et donc on peut dire que c'est un composé à longue durée d'action. Prenez ce deuxième exemple, dans lequel la molécule, elle arrive à des taux... Bon, ça ne marche plus, c'est pas grave. Il n'y a pas un autre par hasard? C'est pas. Bon. Donc, vous avez le pic là qui est plus élevé, ça veut dire qu'il y a des taux très importants qui circulent, mais elle est tout de suite éliminée. Ça veut dire que pendant simplement une courte période, elle va être active sur la cible recherchée. Donc c'est très important. Et puis, troisième possibilité, vous avez un composé comme celui-là, qui est le rouge, là, qui est un composé inactif, parce que même s'il est un peu absorbé, il ne dépasse jamais le seuil critique dont il a besoin pour avoir une activité. Donc c'est pour ça que cette science de la pharmacocinétique est extrêmement importante, pas que pour ça, mais ça c'est un exemple. Alors, on a parlé des tests biologiques, on a parlé de la pharmacocinétique, de DMPK, on peut l'appeler, Drug Metabolism and Pharmacokinetics. Et puis on a la troisième composante de base qui est la chimie, qui est l'optimisation chimique. C'est-à-dire, vous avez fait un screen, un criblage, vous avez obtenu des tas de molécules, et il n'y a que quelques-unes, donc voilà, que quelques-unes qui vont affecter la cible, qui sont celles qui sont au milieu, là, par là, mais qui ne sont pas très puissantes. Donc le chimiste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les 2-3 molécules, là, dans cet exemple, qui sont les plus actives, et il va essayer de les optimiser. C'est quoi les optimiser? C'est essayer de les rendre plus actives dans ces cas-là. Et donc, s'il peut se baser sur une structure tridimensionnelle de la protéine en question ciblée, tant mieux, s'il a à sa disposition. Et donc, il va utiliser ce type de structure et il va essayer de voir dans quelle mesure sa molécule rentre ou pas dans le site actif et qu'est-ce qui lui manque. Et donc, il va faire un zoom, il va voir, oula, de pire en pire. Il va voir donc dans l'intérieur du site actif quelles sont les interactions moléculaires entre la petite molécule et la cible d'intérêt. Et il va essayer par tous les moyens de voir qu'est-ce qu'il manque. Voilà, là il y a une cavité qui n'a pas été couverte. Je vais essayer de complexifier à ce niveau-là pour augmenter l'affinité, par exemple. Il y a la différente... Oui. En général, la toxicité, enfin, il y a différents types de toxicité. Il y a ce qu'on appelle le problème de sélectivité. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose, vous avez je ne sais pas, on cible une protéine kinase A, et vous êtes sûr de ne pas vouloir toucher ou affecter la protéine kinase B, C et D. Donc d'entrée de jeu, les tests biologiques, vous mettez des tests biologiques en place avec ces 4 protéines kinases, et vous testez la molécule sur les 4 kinases, et vous voulez que celle qui va affecter la protéine kinase A. Donc le chimiste dit, ah mais voilà, celle-là, elle affecte aussi un peu la B, je vais essayer de faire tel modif pour essayer d'enlever cette activité sur B, tout en conservant l'activité sur la kinase A. Donc ça, c'est un exemple. Et pourquoi? Pour éviter d'anticiper, enfin pour anticiper le problème des toxicités. Après, il y a ce qu'on appelle plus la toxicité préclinique et clinique, dans laquelle ça, il faut tester la molécule sur des tests plus complexes et vivants, et ça, on va le faire uniquement des stades beaucoup plus avancés, et on va le voir tout à l'heure. Okay. Oh, pas du tout. Bon. Alors, non, mais j'avais un rabais, j'avais négocié ça. Okay. Donc, j'ai ici un exemple de quelque chose qui est très très important, qui est de plus en plus conscient, et l'obsession des chimistes de nos jours, c'est essayer d'améliorer les propriétés physico-chimiques des molécules. Pourquoi? Parce qu'on a composé, vous avez 2 paramètres là, l'hydrophobicité et le poids moléculaire. Ces 2 paramètres sur les propriétés chimiques, physico-chimiques des molécules. C'est un exemple. Et vous voyez qu'à gauche, dans les précliniques, la plupart des molécules, c'est des molécules très hydrophobes et très grosses. Et au fur et à mesure que vous avancez dans le développement clinique, vous voyez que celle qui survit,
en fait, c'est celles qui ont les plus petits poids moléculaires et qui sont les moins hydrophobes. Et donc, ça a donné lieu à des études, et donc notamment de M. Lipinski, de M. Lipinski de Pfizer à l'époque, qui a créé, c'est Dieu, voilà, c'est le pape, qui a créé ce qu'on appelle la règle Lipinski, la règle des 5, qui a depuis s'est complexifiée, mais qui définit entre autres quels sont les paramètres physico-chimiques clés qui doivent réunir une molécule pour avoir plus de chances, ça n'est pas infaillible, mais plus de chances d'aller plus loin dans le développement. Et donc, c'est les nombres, c'est les poids moléculaires, c'est les nombres et les liaisons hydrophobes, etc., etc., etc. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que Philippe, normalement, va nous parler que de ça. Et donc, bingo, à la fin, on va trouver la molécule qui interagit avec notre cible d'intérêt, qui est sélective et qui est puissante. Donc, finalement, il s'agit de quoi? Tous ces jeux de ce qu'on appelle la drug discovery, il s'agit d'augmenter l'activité sur la cible, augmenter sa sélectivité, augmenter son activité cellulaire, et dans les modèles vivo, on va essayer d'avoir des bonnes propriétés pharmacocinétiques, des bonnes propriétés pharmacodynamiques, c'est-à-dire la réponse in vivo souhaitée, diminuer la pathologie, c'est ce qu'on veut, c'est d'avoir des produits qui vont guérir la pathologie, et en tout cas chez l'animal, et puis en espérant chez l'homme, et puis évidemment avoir moins d'effets toxiques. Oui. En ce qui concerne les modèles in vivo, en général, les tests sont faits sur les animaux sains et pas sur les animaux malades. Est-ce que c'est relevant? Je pense. Alors, je ne sais pas pour vous toucher un touche, mais je préfère que Philippe, parce que c'est exactement ce qu'il va adresser comme problématique. Donc, je pense que comme ça, je gagne du temps. Hein? Sinon, Claude va me gronder. Donc, bon, tout ce que je viens de vous présenter, c'est extrêmement linéaire et simple. Dans la réalité, au labo, ça ne se passe jamais comme ça. Et en fait, c'est des interactions et des flèches dans tous les sens. Et ça, on avance et on recule. Et en fait, le jeu de ce soir, d'avancer et reculer, au-delà du jeu, c'est la vie réelle. C'est-à-dire qu'on croit avancer, on arrive jusqu'à un point, et on est obligé de revenir à un point de départ. Des fois, on revient même à la cible même parce qu'on s'est dit, on s'est trompé dans l'hypothèse de départ. Des fois, il faut faire une nouvelle campagne de screening. Des fois, toutes les hypothèses qu'on avait faites sur les modèles étaient erronées. On développe un nouveau modèle, etc. Et c'est un dialogue continu entre toutes ces disciplines pour arriver, in fine, au candidat médicament. Bon, ça, on en a parlé déjà. Tout ce dont je vous ai parlé des molécules chimiques et de comment on découvre des candidats médicaments chimiques. Et volontairement, j'ai exclu une branche qui est évidemment de plus en plus importante de nos jours, qui occupe probablement 30% des nouveaux ou plus des nouveaux médicaments qui arrivent sur les marchés de nos jours, qui sont tout ce qui est le biopharmaceutique, donc les anticorps monoclonaux, les peptides, les antisens, les sirna, les aptamères, la thérapie génique, la thérapie cellulaire, et qui sont vraiment apportent la solution au problème de drugability quand on ne peut pas, avec une petite molécule, affecter une cible. Donc clairement, ça a ouvert la brèche à des maladies, à des problématiques qui étaient impossibles jusque-là. Alors, encore une autre chose de l'expérience qui montre qu'il y a d'autres manières de découvrir des candidats médicaments. Le premier, c'est ce qu'on appelle le repositionnement, c'est-à-dire le truc classique. Vous avez découvert une drogue qui sert à traiter la pathologie X, et en fait, la science et les investigations vous permettent de trouver qu'il y a une autre pathologie qui peut être traitée avec la même efficacité par cette drogue-là.
Donc l'exemple, c'est les Glivec, par exemple, qui est passé d'un développement dans les leucémies de cancer liquide à un cancer solide, donc, par exemple. Ensuite, il y a la sérendipité, que j'ai traduit en anglais, mais qui en fait existe sous le Larousse, j'ai vérifié, qui est l'art de faire une découverte scientifique par hasard. Et donc là, je suis le témoin vivant de ça, c'est-à-dire que dans notre équipe, on a travaillé sur les inhibiteurs des P2E5, les phosphodiesterase de type 5, à l'époque, Rodolphe, on travaillait ensemble, et on a découvert une molécule qui, aujourd'hui, est connue sous le nom de Cialis, qui est un inhibiteur de phosphodiesterase de type 5, et l'objectif était thérapeutique, découvrir des traitements à l'époque, au début des années 90, pour l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. Il se trouve que vous connaissez l'histoire du Viagra, qui était le deuxième phosphodiesterase de type 5 inhibiteur, qui était un petit peu plus avancé que le nôtre, et qui ont trouvé effets secondaires chez l'homme dans les essais cliniques, et en fait, il était très utile pour les troubles de l'érection. Et effectivement, ce type de classe de molécules a été développé par la suite pour cette indication et pas pour l'indication initiale. Mais ça, c'est vraiment le hasard qui a fait les choses. Même si on peut rétrospectivement comprendre pourquoi ça marche dans cette pathologie. Et puis, troisième exemple, c'est une combinaison de deux, c'est-à-dire le repositionnement et la sérendipité. Et c'est l'exemple, c'est les inhibiteurs de protéines bêtes, dont je peux en parler aussi parce que c'est sorti de notre labo. Et je vais vous finir donc cet exposé par un exemple qui, pour moi, c'est pas pour nous faire de la pub, c'est vraiment parce que ça résume beaucoup d'aspects de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors toute cette histoire est partie d'un screen dans lequel on voulait trouver des produits chez l'homme qui augmentaient le bon cholestérol, l'HDL cholestérol. Et donc la principale protéine liée à l'HDL cholestérol était une apolipoprotéine qui s'appelle ApoA1. Et donc on a fait un screen transcriptionnel en utilisant les promoteurs de cette protéine. Il y a une luciférase qu'on rapporte, peu importe. On a trouvé des produits de cette famille-là, des benzodiazépines, qui étaient actifs. Les chimistes ont réussi à optimiser les molécules, on a avancé, mais on ne savait pas sur quelle cible marcher. C'est-à-dire, on savait qu'il y avait un produit qui a augmenté la régulation de l'expression de cette protéine ApoA1. C'est tout ce qu'on savait. Et donc, pourquoi elle me fait ça? Rien. Et donc, on a, par des approches de chémoprotomiques, on a fait des études reverses pour essayer de comprendre sur quelle protéine, quelle cible de la cellule on avait agi pour que ça donne cet effet transcriptionnel sur la protéine ApoA1. Et en fait, c'est comme ça qu'on a découvert une famille de protéines, on a découvert que ces molécules affectaient une famille de protéines qui s'appelle les protéines bêtes, qui sont des régulateurs transcriptionnels, qui est ignoré, qui lie des histones acétylées, ou plutôt l'acétyllysine des histones, et par ces moyens-là régule la transcription de beaucoup de gènes. Et ensuite, on a trouvé que ces mêmes molécules, autres que l'activité sur la lipoprotéine ApoA1, avaient des activités anti-inflammatoires, et notamment, par exemple, si on faisait un test sur des souris en lesquelles on injectait un lipopolysaccharide qui était létal pour les souris, mais ces souris pouvaient vivre longtemps et en très bon état grâce à l'administration de ces produits. Et on avait vu qu'en fait, c'est parce que beaucoup des gènes qui étaient induits par le LPS étaient régulés ou non-régulés par ces protéines. Et donc, on a compris qu'ils étaient des anti-inflammatoires puissants, mais sélectifs, c'est-à-dire qu'ils marchaient sur une série de tests, mais pas d'autres. Et on a commencé à comprendre un peu la biologie de cette famille grâce à ces molécules. Et aujourd'hui, deuxième point d'observation, c'est qu'il y a une famille de cancers rares qui s'appelle Node Midline Carcinome, dans lesquels sont dus à une chimère créée entre cette protéine bête et une protéine NOT, et qui donne ce cancer. Et ce qui est intéressant, c'est que cette molécule-là, qui avait été à l'origine conçue pour essayer d'augmenter
bon cholestérol, l'HDL cholestérol, a fini et est à court actuellement un essai de phase 2 dans certains cancers rares, mais en plus on étend maintenant à d'autres indications, en cancérologie, mais aussi on explore le potentiel anti-inflammatoire. Et le point de départ, comme vous le voyez, était complètement différent. Voilà, une petite anecdote, mais qui donne, ça fait très plaisir. Donc normalement, si j'ai bien fait mon boulot, en lisant cette phrase, vous devrez comprendre ce que vous lisez. Enfin, en tout cas, je l'espère.